Ma belle-mère s'obstine à inviter l'ex de mon mari à tous les repas de famille parce qu'elle l'a toujours considéré comme la fille qu'elle aurait aimé avoir. J'ai fini par lui poser un ultimatum. Quand j'ai épousé Nathan il y a 3 ans, je savais qu'il avait passé toutes ces années de fac avec Juliana, son ex. Ce que j'ignorais, c'est que Linda, sa mère, s'était littéralement attachée à Juliana, au point de l'intégrer complètement dans la famille pendant tout ce temps-là. Même après leur rupture, 5 ans avant que Nathan et moi nous rencontrions, Linda n'a jamais tourné la page. Les photos de Juliana trônaient encore sur la cheminée. Elle figurait toujours comme contact d'urgence chez le médecin. Linda l'appelait tous les dimanches, sans exception. Nathan essayait de me rassurer en disant que ce n'était pas grave, que sa mère avait juste du mal à couper les liens. Dès notre première rencontre, Linda n'a pas pu s'empêcher la comparaison. Juliana par-ci, Juliana par-là. Elle était plus grande, savait mieux faire le fameux rôti, riait spontanément aux blagues de Linda. J'ai fait bonne figure. Je me suis dit qu'il lui faudrait un peu de temps pour faire le deuil de sa Juliana. Mais 3 mois après le début de notre couple, j'arrive pour le dîner du dimanche. Et je trouve Juliana déjà installée à la table, sans avoir été prévenue. Elle s'est ruée dans les bras de Nathan, pendant que je restais là comme une potiche, mon saladier à la main. Linda, toute fière, expliquait que ce serait sympa de se retrouver tous ensemble. Le dîner a tourné à la private joke. Anecdote de Juliana et Nathan, souvenirs de leur voyage, complicité affichée. Linda avait l'air ravie, comme si elle assistait au retour de son duo préféré. Et ça n'a fait qu'empirer. Fête, anniversaire, moindre dimanche pluvieux, Juliana débarquait toujours par hasard. Elle filait aider Linda en cuisine pendant qu'on me reléguait au salon, s'asseyait systématiquement à sa place, connaissait la maison jusque dans ses moindres recoins, puisqu'elle y possédait encore une clé. Nathan, gêné, n'osait jamais s'opposer franchement à sa mère, se contentant de protestations vite balayées. Après nos fiançailles, j'espérais qu'on tournerait la page. Mais non, Linda a organisé une fête en faisant de Juliana sa co-organisatrice attitrée. Et Juliana en a même profité pour faire un discours, lançant avec un sourire qu'elle était contente que Nathan ait enfin trouvé quelqu'un, même si personne ne le connaîtra jamais aussi bien qu'elle. Linda filmait le tout, impassible. Au mariage, rebelote. Linda voulait installer Juliana à la table familiale. J'ai dû menacer de partir pour que Nathan réagisse enfin. Juliana est quand même venue, en invitée officielle de Linda, dans une robe rouge qu'elles avaient choisie ensemble. Et elle a tellement pleuré pendant nos vœux qu'on ne s'entend même plus sur la vidéo. Le mois dernier, pour Thanksgiving, j'avais cuisiné sans relâche pendant 2 jours. On arrive chez Linda, Juliana est déjà là, arborant un tablier chef Juliana cousu main par Linda des années plus tôt. Linda annonce, naturelle, que Juliana avait préparé son farci et qu'on mangerait celui-là à la place du mien. Elle a mis mon plat direct au garage, pour les restes. J'ai fondu en larmes aux toilettes. Nathan est venu me trouver, prétendant que je faisais toute une histoire pour un farci. C'est là que j'ai décidé d'arrêter d'être gentille. Pendant le repas, Linda n'arrêtait pas de vanter Juliana. Son boulot, sa maison achetée près d'ici, le projet de congeler ses ovocytes, toujours en jetant des coups d'œil appuyés vers Nathan. Juliana a enchaîné en évoquant un futur voyage en Italie, le fameux voyage qu'ils rêvèrent de faire ensemble à l'époque, et s'est tournée vers Nathan. On pourrait peut-être enfin y aller, en tant qu'amie bien sûr. Linda a couru sur l'occasion. Une escapade en famille. J'ai fini par me lever. Je remercie Linda de me donner, une fois de plus, la preuve que je ne serai jamais considérée comme faisant vraiment partie de la famille, qu'après tout ce temps, je suis juste celle qui empêche son fils d'être avec Juliana. Je me tourne vers Juliana, et là je ne me retiens plus. C'est pas un peu triste de traîner encore chez la mère de son ex, comme si la place t'appartenait? Peut-être qu'il serait temps que tu te trouves ta propre belle-mère, non? Juliana fond en larmes. Linda hurle que ce que je dis est insupportable, mais je ne me démonte pas. J'explique à Linda qu'elle a le choix, Juliana ou ses futurs petits-enfants. Car je suis enceinte de 12 semaines, et si Juliana compte plus que la femme de son fils, eh bien, elle ne verra jamais ce bébé. Nathan s'est levé aussi à ce moment-là, et il a dit qu'on partait, tout simplement. Linda criait qu'on ne pouvait pas à Thanksgiving. Mais Nathan a répondu, Thanksgiving c'est pour la famille, et manifestement, je ne compte pas ici. On est parti. Cette nuit-là, Linda a bombardé Nathan de 43 appels. Juliana lui a écrit que j'avais tout gâché, que leur lien était spécial. Nathan a bloqué le numéro de Juliana et dit à sa mère qu'il n'y avait pas d'alternative. Ou bien Juliana sort de ta vie, ou bien c'est nous qui disparaissons. Linda a choisi Juliana. Ça fait 3 semaines. Hier, le père de Nathan a appelé. Il veut qu'on organise une réunion de famille parce que, soi-disant, Juliana serait enceinte de Nathan. J'ai raccroché, choquée, les mains tremblantes au point de presque lâcher le téléphone. Nathan était dans la cuisine, adossé au plan de travail, livide, comme s'il avait perdu tout son sang. Il secouait la tête, incapable d'aligner 2 mots, juste ce petit bruit nerveux. J'avais besoin de savoir sur le champ s'il m'avait trompé, s'il avait couché avec Juliana et qu'elle portait son enfant pendant que moi j'attends le nôtre. Les mots ont jailli, direct, venimeux. Nathan a commencé à s'embrouiller dans ses explications. Il jurait
n'avoir rien eu avec Juliana depuis leur séparation, bien avant que je le connaisse. Il répétait qu'il avait bloqué son numéro juste après Thanksgiving et qu'il ne répondait plus à ses appels ni à ses messages. Il s'agitait, se passait la main dans les cheveux, répétant que ce n'était pas possible, que Juliana mentait ou que sa mère avait tout inventé. Mais dans ses yeux, je voyais bien qu'il n'en était même plus sûr, qu'il se demandait ce dont Linda pourrait bien être capable. Sa panique me broyait l'estomac. Je lui ai dit qu'il fallait mettre tout à plat, là, tout de suite, retracer chaque échange ou rencontre avec Juliana cette année. Nathan a sorti son téléphone, la main tremblante, m'a montré l'icône du numéro bloqué à côté du contact de Juliana et la poubelle des messages. Aucune réponse venant de lui. Il ouvre son historique de localisation et me montre, jour après jour, où il s'est trouvé. Boulot, maison, salle de sport, supermarché, toujours les mêmes endroits, invariablement. On s'installe à table, je saisis un carnet et un stylo. Mes mains tremblent tellement que j'ai du mal à tenir le stylo. Mais je note tout, avec application. Nathan repasse son agenda mois après mois sur toute l'année. À chaque dîner chez Linda, j'étais avec lui. À chaque fête, à chaque anniversaire, je ne l'ai jamais quitté d'une semelle. Il affiche ses relevés bancaires sur l'ordinateur portable et on passe tout en revue. Les restaurants où nous avons mangé ensemble, les stations-service du coin, la quincaillerie, le pressing, rien de suspect, rien qui sorte de l'ordinaire. On y passe 2 bonnes heures. D'après tout ce qu'il me montre, il n'a jamais été seul avec Juliana, pas une seule fois en 3 ans. La seule fois où il l'a vue, c'était lors de ces fichus dîners de famille où elle débarquait et où j'étais assise là, à les observer du coin de l'œil. Il est largement passé minuit quand je repose enfin le carnet, la main endolorie. Je regarde Nathan, il a l'air fatigué, vidé, terrifié. J'ai besoin de parler à quelqu'un d'autre que lui parce que je tourne en rond dans ma tête. Mes pensées s'en mêlent. J'appelle Violette, même si l'heure est indécente. Elle décroche à la 2e sonnerie et je sens son inquiétude dès qu'elle prononce mon prénom. Je lui explique ce qui vient d'arriver et elle me lance. J'arrive tout de suite. 20 minutes plus tard, elle est là avec Griffin, tous les deux en jogging et sweat. Clairement, ils viennent de sortir du lit. Dès qu'elle passe la porte, Violette me serre fort dans ses bras et je manque de m'écrouler, mais je me retiens. On se pose dans le salon, je leur tends mon carnet. Griffin lit tout attentivement tandis que Violette reste près de moi, sa main serrée dans la mienne. Lorsqu'il a fini, Griffin relève la tête et dit « Si Juliana est vraiment enceinte, un test de paternité tranchera. C'est aussi simple que ça. » Sa voix posée, rationnelle, rend tout ça presque supportable. Il continue. « On ne décide rien tant qu'on n'a pas les résultats. Inutile de s'engueuler ou de se précipiter. » Violette approuve silencieusement. Présenter un si, ça paraît évident, mais cette attente est infernale. Je suis paralysée, secouée de colère et de peur. Mon bébé grandit en moi et je ne sais même pas si mon mari m'a trahi. Je ne sais pas si Linda et Juliana disent la vérité ou inventent tout. Ça me retourne l'estomac. Nathan tente d'appeler son père, il tombe sur la messagerie. Puis Linda se met à appeler en boucle. Son nom s'affiche avec sa photo sur le téléphone de Nathan, posé sur la table. Un appel, puis un autre, encore et encore, 17 fois d'affilée. Ça me rend folle. Enfin, Nathan décroche et met le haut-parleur. On entend Linda sangloter, parler à toute allure, répéter qu'on doit venir sur le champ. Elle insiste sur l'état de Juliana, dit que Nathan doit assumer ses responsabilités, parle de réunions de famille, du devoir qui nous incombe, qu'on ne peut pas balayer tout ça d'un revers de la main. Agacée, j'attrape le téléphone et je lui dis « Nathan n'ira nulle part tant que Juliana n'aura pas fait un test de paternité. Si elle est enceinte, il nous faut une preuve médicale et il faut savoir qui est le père. » Ma voix résonne, plus ferme que je ne me sens vraiment. Linda explose. Elle hurle dans le téléphone, m'accuse d'être cruelle, de vouloir détruire Juliana, jure que Juliana ne mentirait jamais sur une chose pareille. Elle insiste sur le fait que j'ai toujours été jalouse et que je profite de la situation pour lui faire du mal. Je la coupe. Je lui dis que Juliana s'immisce dans notre famille depuis trop longtemps, que Linda a tout pardonné, excusé chaque écart, justifié tous les comportements de Juliana. Alors oui, je veux des preuves, pas juste des mots. Linda crie si fort que l'on peine à distinguer ses paroles sur le haut-parleur. Nathan reprend le téléphone, il retrouve son calme. Je n'en discuterai plus tant que Juliana n'aura pas apporté une preuve médicale de la grossesse et accepté le test de paternité. Ce sont mes conditions. Elles sont non négociables. Aussitôt, Linda l'accuse d'abandonner son enfant, de se laisser manipuler par moi. Nathan répète « Ce sont mes conditions ». Il raccroche. Le silence retombe, lourd, pesant. Violette et Griffin nous regardent, sous le choc. Mon cœur bat si fort que j'en ai la gorge serrée. Nathan retourne son téléphone face contre la table et me fixe. Je n'ai aucune idée de ce qui nous attend, mais je sais que rien ne sera plus comme avant. Cette nuit-là, pour la 3e fois, je vomis dans la salle de bain. Le stress, mélangé aux hormones, me met l'estomac en vrac. Nathan s'assoit par terre à côté de moi, le dos contre le mur, et répète sans cesse « Je suis désolée, je suis désolée ». Il jure qu'il n'a rien fait de mal, mais il a la voix cassée, le regard désespéré, comme s'il comprenait que je pourrais ne plus le croire. J'essuie ma bouche, je m'adosse à la baignoire, le corps secoué de tremblements. Je le regarde et je me rends compte que je ne sais pas si je peux vraiment faire confiance à ce qu'il me dit. 3 ans de mariage,
et je doute même de la sincérité de mon mari, au point de me demander s'il aurait pu mettre une autre femme enceinte. Rien qu'à y penser, l'envie de vomir me prend encore. Il essaie de prendre ma main, je la retire. J'ai besoin d'espace, même si chaque réflexion ne fait qu'amplifier l'angoisse. On reste là, dans la salle de bain, jusqu'à 3 heures du matin sans fermer l'œil. À chaque fois que je ferme les yeux, je revois le visage de Linda. J'imagine Juliana avec Nathan, ou je pense à mon bébé qui grandit dans une famille complètement éclatée. Le lendemain matin, j'attends que Nathan soit sous la douche pour appeler ma sœur Coraline. Elle vit à plus de 200 km, mais on s'appelle tous les week-ends. Dès qu'elle décroche, impossible de parler. Je fonds en larmes. Je lui déballe tout. L'annonce de Juliana, l'exigence de Linda pour une réunion familiale, l'incertitude qui me ronge. Coraline ne réfléchit pas une seconde. Je prends un billet d'avion pour cet après-midi. Elle me dit que j'ai besoin de soutien, de sentir quelqu'un de ma famille auprès de moi. Et elle ajoute qu'elle veut se faire sa propre idée, qu'elle ne fera confiance à Nathan que lorsqu'elle aura vu la situation de ses propres yeux. N'annonce rien de définitif avant que j'arrive. L'entendre me fait du bien, mais m'effraie aussi, parce que si même ma sœur, qui n'est pas du genre à se laisser impressionner, doute de Nathan, alors c'est peut-être que j'ai raison de me méfier. L'après-midi, je vais la récupérer à l'aéroport. Dans le hall des arrivées, elle me serre dans ses bras longuement, et il s'en faut de peu pour que je craque à nouveau. Elle porte un jean et un blazer, tout droit sorti du bureau à ce qu'on dirait. Sur le chemin du retour, elle me bombarde de questions pointues sur la chronologie et le comportement de Nathan. Elle veut des dates précises, tous les détails des interactions. Je lui raconte tout ce dont je me souviens pendant qu'elle prend soigneusement des notes sur son portable. À la maison, Nathan est assis à la table de la cuisine, visiblement épuisé. Coraline le rejoint d'emblée et commence à l'interroger, presque comme s'il était témoin à la barre. Avec sa formation d'assistante juridique, elle traque les failles, débusque les incohérences. Elle réclame les emplois du temps, des précisions sur ses déplacements professionnels, tout ce qui échappait à ma vigilance ces derniers mois. Nathan répond sans rechigner, sort même son téléphone, lui montre son agenda, propose d'imprimer ses relevés bancaires. Coraline note tout. Moi, je reste assise, spectatrice de cet interrogatoire mené dans ma propre cuisine, où une part de moi compatit avec Nathan alors qu'une part bien plus grande remercie d'avoir quelqu'un d'aussi méthodique à mes côtés. Elle l'interroge sur Juliana et la dernière fois qu'il l'a vue. Nathan répète que cela n'a eu lieu qu'en présence de sa mère et montre les messages jamais ouverts, le numéro bloqué. Coraline photographie chaque échange. Après 1 heure à remonter le fil, elle exige de Nathan tous ses relevés téléphoniques, bancaires, son agenda professionnel pour l'an passé. Nathan accepte tout de suite, dit qu'il préparera ça ce soir. Coraline acquiesce et prévient, elle va tout recouper, chercher la moindre incohérence et saura très vite s'il y a le moindre créneau suspect. Tandis qu'elle investit la table de salle à manger, éparpille toute la paperasse de Nathan, j'en profite pour prendre rendez-vous avec un avocat. Violette m'a conseillé Samuel Mercer, un spécialiste du droit de la famille qui a aidé sa cousine à traverser un divorce difficile. J'appelle son cabinet, la secrétaire détecte l'angoisse dans ma voix et me trouve une place en fin d'après-midi. Il faut que je sache à quoi m'en tenir si jamais Nathan est bien le père de l'enfant de Juliana. J'ai besoin de comprendre mes droits à propos de ma grossesse, de la maison, de nos finances. Ne rien savoir me ronge de l'intérieur. Le cabinet de Samuel se niche dans un bel immeuble du centre-ville. Fauteuils en cuir, tableau de voilier. Je remplis tant bien que mal les formulaires d'entrée, les mains tremblantes. Samuel est plus jeune que je ne l'imaginais, la quarantaine, un regard doux. Je m'installe, lui raconte tout de bout en bout, il prend des notes, écoute sans interruption, puis m'expose la réalité sans détour. Si Nathan est bien le père, il est possible de demander le divorce, m'explique-t-il. Mais Nathan conservera des droits parentaux et reste obligé envers les 2 enfants. Il détaille la garde, les pensions alimentaires, le partage des biens régionaux, me fait même des schémas sur un tableau avec des pourcentages, des délais. Chaque mot rend le cauchemar plus vrai, plus concret. Ce n'est plus seulement ma vie sentimentale qui s'effondre, c'est un gouffre administratif et financier qui s'ouvre sous mes pieds. Je pose instinctivement la main sur mon ventre, là où grandit mon bébé, et la nausée me submerge à l'idée des gardes alternés, des passations, du jour où il faudra expliquer à notre fille que ses parents ne vivent plus ensemble. Je questionne Samuel sur les droits de Linda en tant que grand-mère. Il s'installe plus confortablement dans son siège et m'explique que chez nous, ses droits restent très limités. Linda pourrait demander un droit de visite si Nathan et moi divorçons, mais il lui faudrait démontrer que c'est dans l'intérêt de l'enfant et qu'un lien existe déjà. L'idée qu'on puisse m'imposer Linda me retourne l'estomac. Je l'imagine déjà monter mon enfant contre moi, comme elle l'a fait avec Nathan contre notre mariage. Samuel, devinant ce que je ressens, précise qu'on peut intégrer dans la convention de garde des clauses limitant les contacts avec certains tiers. Mais il tempère. Pour l'heure, il faut avant tout vérifier si Juliana est bien enceinte et si Nathan est réellement le père. Il conseille d'exiger un test de paternité avant d'enclencher toute procédure. Je repars de son bureau, une pochette de documents à la main et une addition de 300 € en tête,
complètement assommée par le flot de termes juridiques et de scénarios catastrophes qui défilent. De retour à la maison, Coraline n'a pas bougé de la table, en plein dans son analyse, entourée de papiers et de son ordi. Nathan prépare le dîner comme si de rien n'était. L'odeur me retourne à nouveau l'estomac. Coraline lève les yeux à mon entrée. « J'en ai encore pour 1 heure », glisse-t-elle, concentrée. Je me laisse tomber sur le canapé et j'essaie de digérer tout ce que Samuel m'a appris. Un malaise s'est installé dans la maison. Chaque pièce me rappelle les souvenirs que j'ai construits avec Nathan, mais maintenant, je ne peux m'empêcher de faire des calculs. Quel meuble j'emmènerais? S'il vaudrait mieux vendre la maison? Comment organiser les fêtes pour notre fille? Plus tard, Coraline nous réunit tous les deux dans la salle à manger. Elle a tout classé, tout synthétisé en piles nettes et commence à exposer ses conclusions, aussi rigoureuses qu'au tribunal. Selon les preuves rassemblées, il n'y a aucune faille dans l'emploi du temps de Nathan qui permette d'imaginer une liaison avec Juliana. Les relevés bancaires sont limpides, l'agenda professionnel colle parfaitement aux données de localisation, les échanges téléphoniques ne révèlent rien d'inquiétant. Coraline a fouillé chaque détail avec une minutie implacable. S'il y avait eu quelque chose, il aurait fallu à Nathan une organisation d'espions pour que rien ne transparaisse. Coraline me lance un regard avant de dire « Soit Nathan ment et a tout manipulé, soit il est sincère et c'est Juliana qui ment. » sur sa grossesse ou la paternité. C'est alors que Griffin, resté silencieux sur sa chaise jusque-là, intervient. Il y a aussi une autre possibilité à laquelle on n'a pas pensé. Et si Juliana était enceinte d'un autre et prétendait que c'est l'enfant de Nathan pour forcer son retour dans la famille? On sait tous que Linda a toujours eu une nette préférence pour Juliana, parfois même avant son propre fils. Peut-être que Juliana voit cette grossesse, vraie ou inventée, comme son passeport pour se rapprocher à nouveau de Linda et de Nathan. Un silence lourd s'installe. Je n'y avais pas songé. Ce scénario expliquerait bien pourquoi Juliana a soudainement fait son annonce juste après que Linda ait pris son parti contre Nathan, et pourquoi Linda a organisé une réunion familiale sans demander la moindre preuve. Coraline hoche lentement la tête. Ça tient franchement la route. Juliana est obsédée par Nathan depuis des années, et Linda n'a rien fait pour l'en dissuader. Entre une grossesse inventée, ou réelle, mais d'un autre père, ce serait vraiment sa grande manœuvre. Nathan a le teint livide, il murmure « J'aurais jamais cru que Juliana irait si loin ». Puis il se ravise, résigné. Enfin, si je suis honnête, après tout ce qu'elle nous a fait, je ne peux même plus en douter. À ce moment-là, son téléphone retentit, coupant court à nos réflexions. Tout le monde s'immobilise. C'est son père. Nathan passe l'appel en haut-parleur. La voix de son père est méconnaissable, moins sûre, hésitante. Il explique que Linda persiste à vouloir cette fameuse réunion de famille, mais que lui-même commence à se poser des questions. Il confie que Juliana n'a annoncé sa grossesse à Linda qu'hier matin. Aussitôt, Linda l'a appelé pour exiger qu'il contacte Nathan et coordonne la réunion. Aucune demande de justificatif, ni même un certificat médical. Linda a tout pris pour acquis et s'est précipitée dans les préparatifs. Ça me turlupine toute la journée. Il y a un truc qui cloche, reconnaît-il, ajoutant que Linda se comporte de plus en plus étrangement, fixée sur Juliana comme jamais. Il va droit au but. Nathan, est-ce qu'il y a la moindre chance pour que cet enfant soit le tien? Nathan rétorque catégorique. C'est impossible. Je n'ai pas été seule avec Juliana depuis plus de 5 ans, et j'ignore tous ses messages. Son père reste silencieux de longues secondes, avant d'avouer qu'il s'en doutait, promet d'exiger des preuves à Linda, avant qu'on ne mette tout le monde autour de la table, puis il raccroche. On se regarde tous en silence, conscients que la situation évolue, mais sans y voir plus clair. L'histoire de Linda commence à se fissurer, pourtant je reste dans le flou. Impossible de savoir si Juliana dit la vérité, ment ou nous échappe sur toute la ligne. Ce dont je suis sûre, c'est que mon bébé de 12 semaines grandit alors que mon mariage menace de s'effondrer et que ma belle-mère semble bien tirer les ficelles dans l'ombre. Je prends mon téléphone et sans réfléchir, rappelle le père de Nathan. Il décroche aussitôt, la voix lasse. Je lui explique qu'il nous faut une échographie datée, tous les dossiers médicaux prouvant que Juliana est réellement enceinte, et surtout un accord écrit pour un test de paternité à la naissance. Un silence interminable s'ensuit, troublé seulement par sa respiration légère. Finalement, il admet que c'est raisonnable, qu'il va en parler à Linda et obtenir tout cela. Il paraît presque soulagé qu'on demande des preuves au lieu de foncer tête baissée ou de tout casser pour un divorce précipité. Nathan reprend le téléphone et précise à son père que personne ne cherche à compliquer les choses, mais qu'on veut du concret pour ne pas détruire nos vies sur un coup de tête. Son père acquiesce et promet de revenir vers nous après Linda. L'attente d'1 heure semble interminable, alors que je tourne en rond dans la cuisine, pendant que Coraline prépare un thé que personne ne touchera. Nathan, effondré à la table, la tête entre les mains, tandis que Violette et Griffin attendent toujours, incapables de partir sans comprendre la suite. Mon portable finit par sonner. Linda, je décroche. Haut-parleur. Instantanément, elle se met à hurler parce qu'on ose demander des preuves, nous accuse de traiter Juliana de menteuse. Sa voix tremble sous la colère. Juliana serait trop bouleversée pour supporter nos accusations. Nathan devrait la soutenir plutôt que protéger sa femme jalouse. Elle halète, visiblement émue, et répète à l'envi que jamais Juliana ne mentira
sortirait sur un sujet pareil, que nous sommes odieux. Là, je craque. Je lui balance qu'elle s'acharne à détruire mon mariage depuis le début, que son obsession pour Juliana est malsaine et incompréhensible. Ma voix monte encore. J'ajoute que si Juliana refuse de fournir les documents, c'est bien la preuve qu'elle ment, que Linda la couvre ou qu'elle est trop aveuglée pour réaliser qu'on se sert d'elle. Je lui rappelle qu'aucune mère normale ne garde l'ex de son fils dans les parages après une rupture, ne l'invite à toutes les fêtes de famille, ni ne la garde comme contact d'urgence chez le médecin 5 ans après la séparation. Je serre mon téléphone tellement fort que mes jointures blanchissent. Coraline pose une main rassurante sur mon épaule, mais je poursuis, lâchant que Juliana est pathétique de s'accrocher ainsi, tout comme Linda de l'entretenir dans son délire. Nathan se lève enfin, me retire le téléphone des mains, et pour la première fois depuis qu'on se connaît, il s'adresse à sa mère avec une autorité nouvelle. Il lui annonce que la relation qu'elle entretient avec Juliana est malsaine, déplacée, et qu'il ne laissera plus faire. Plus aucun événement familial, plus d'appels, tant que Juliana n'aura pas fourni de preuves médicales et accepté le test de paternité. Sa voix est ferme, il ne flanche pas, même quand Linda commence à pleurer, le suppliant de ne pas lui faire ça. Nathan ne la laisse pas s'expliquer. Il lui rappelle simplement qu'en préférant Juliana à son propre fils il y a 3 semaines, elle a fait un choix, et maintenant il faut en assumer les conséquences. Il raccroche alors qu'elle essaie encore de parler. Un silence de marbre tombe sur la maison. Personne ne bouge, ni un mot pendant de longues secondes, jusqu'à ce que Nathan pose son téléphone sur la table et se rassied, épuisé. C'est Violette qui ose rompre le silence, en affirmant que c'était exactement ce qu'il fallait faire, et Griffin acquiesce, glissant que Nathan aurait dû poser ses limites depuis longtemps. Coraline me serre la main en me disant que j'ai bien fait de me défendre, mais je suis submergée par un mélange de nausée, de peur et de colère. 2 jours passent, sans aucune nouvelle de Linda, ni appel, ni message. Nathan passe son temps à vérifier son téléphone comme s'il espérait qu'elle ferait un geste, mais rien ne vient, et ce silence l'angoisse. Il répète sans cesse que sa mère n'a jamais tenu aussi longtemps sans le contacter, mais malgré tout, je le sens un peu soulagé, comme libéré d'un poids. Il n'a plus à surveiller son téléphone, ni à se soucier de ses réactions ou à justifier quoi que ce soit. Pendant ces 2 jours, on reste tous les deux, à regarder des films, à parler du bébé, à faire comme si tout était normal. Coraline reste avec nous, elle donne un coup de main dans la maison. Violette, elle, appelle matin et soir pour prendre des nouvelles. Tout le monde retient son souffle, attendant la suite. Le 3e jour, à 8h du matin, on frappe à la porte. Nathan va ouvrir. C'est son père, qui a l'air épuisé. Il n'a prévenu personne, pas même un petit message. Il est vêtu comme il y a 2 jours, les yeux rouges, et il demande s'il peut entrer pour nous parler de ce qu'il s'est vraiment passé avec Linda et Juliana. Nathan s'efface pour le laisser entrer, on s'installe dans le salon, et mon cœur bat à tout rompre. Son père s'assoit, les mains serrées entre les genoux, le regard fixé au sol, puis il finit par parler. Il nous avoue que Linda donne de l'argent à Juliana depuis des années, des milliers d'euros dont il n'a découvert l'existence qu'en fouillant leur compte après qu'on a annoncé la grossesse. Il a découvert des virements suspects, qui remontent à au moins 3 ans, parfois 500 € d'un coup, parfois plus. Il a confronté Linda la veille, et elle a admis soutenir financièrement Juliana sous prétexte que Juliana avait du mal à joindre les 2 bouts avec son boulot dans le marketing, et qu'elle voulait l'aider. Mais les montants dépassaient largement ce qu'on pourrait appeler une simple aide entre amis. Avec tout cet argent, ils auraient pu rembourser leur crédit depuis belle lurette. Le père de Nathan sort alors son téléphone et nous montre les relevés bancaires, où l'on voit tous ses retraits, presque toutes les 2 ou 3 semaines depuis 3 ans, totalisant plus de 40 000 €. J'ai la nausée. Nathan, lui, fixe l'écran sans dire un mot, abasourdi. Son père poursuit et nous confie que Linda racontait absolument tout à Juliana. La vie de Nathan, notre mariage, nos difficultés, la moindre dispute ou moment intime, tout passait par elle, comme si Linda était devenue une sorte d'espionne au service de Juliana, tout en sabotant notre couple. Et puis le pire tombe. Il a retrouvé des messages échangés juste avant Thanksgiving, où Linda confiait à Juliana ma grossesse, avant même que Nathan et moi en parlions à table. Les échanges montrent qu'elle complotait déjà, s'inquiétant de ce que l'arrivée du bébé allait tout bouleverser et estimant qu'il fallait agir vite. Le père de Nathan tend son téléphone à Nathan et je me penche avec lui pour lire. Linda dit à Juliana que, maintenant que j'attends un enfant, Nathan sera lié à moi pour toujours. Alors Juliana n'a plus beaucoup de temps pour le récupérer. Juliana demande quoi faire. Linda lui conseille de rendre Nathan jaloux, de lui rappeler ce qu'ils ont partagé, de lui montrer qu'elle est toujours là, la meilleure option pour lui. Je fais défiler les messages. Il y en a des dizaines sur plusieurs mois. Linda raconte nos disputes. Juliana demande si Nathan a l'air heureux avec moi. Linda assure que non, qu'il est stressé, piégé. Juliana demande si elle doit reprendre contact avec lui. Linda l'y encourage.
Plus les messages s'enchaînent, plus ça devient horrible. Linda suggère même à Juliana de tomber enceinte pour forcer Nathan à choisir. Juliana hésite. Linda répond qu'il faut parfois prendre des mesures radicales. Mes mains tremblent tellement que j'ai failli faire tomber le téléphone. Tout semble tourner autour de moi. Je dois fermer les yeux pour me reprendre. Claire comme de l'eau de roche, tout était orchestré par Linda. C'est elle qui a prévenu Juliana de ma grossesse. Et comme par hasard, Juliana a immédiatement annoncé, elle aussi, attendre un enfant de Nathan. Une coïncidence ? Impossible. Linda a créé une crise pour détruire mon mariage et ramener Nathan vers Juliana. Je rends le téléphone à Nathan avant de courir à la salle de bain, le cœur au bord des lèvres. Quand je reviens, son père est toujours assis, l'air d'avoir pris 10 ans en quelques minutes. Il sort alors une liasse de papier de sa veste et la pose devant nous. Nathan essaie de saisir les documents, mais il tremble tellement qu'il a du mal à les attraper. Je me penche et, en lisant la première page, j'ai l'impression de prendre un nouveau coup. Il y a 2 mois, Linda écrivait à Juliana que Nathan semblait froid et malheureux, que le mariage ne fonctionnait sans doute pas comme espéré. Juliana demande alors si Linda pense qu'il reste une chance pour eux. Linda répond qu'elle a toujours cru que Nathan s'était trompé de femme, que certains couples étaient faits pour être ensemble quoi qu'il arrive. Je parcours d'autres pages. C'est de pire en pire à chaque fois. Linda rapporte à Juliana une dispute à propos des horaires de Nathan. Juliana demande si cela veut dire qu'il est en train de s'éloigner de moi. Linda assure que oui, qu'il commence sûrement à réaliser son erreur. Il y a même des messages où Linda livre à Juliana des détails intimes. À quelle heure Nathan rentre du travail, la salle de sport, nos restaurants préférés. Juliana la remercie, disant que tout ça l'aide à se sentir liée à lui. Je tombe sur un message, 3 semaines plus tôt, où Linda dit à Juliana que j'ai l'air stressée, épuisée, que Nathan a évoqué un changement dans mon comportement. Juliana lui demande si elle pense que notre couple bat de l'aile. Linda répond qu'elle l'espère, que ça donnerait à Nathan la chance de rectifier son erreur. Mes mains se crispent à force de serrer les papiers. Nathan lit par-dessus mon épaule et je l'entends respirer, à bout, presque en apnée. Son père, lui, reste là, la tête basse, incapable de nous regarder. Je continue de feuilleter les pages et tombe sur les messages qui ont été échangés après Thanksgiving. Linda écrit à Juliana, le lendemain de notre dispute, pour lui dire que j'ai annoncé ma grossesse pendant le dîner, puis que je me suis éclipsée. Juliana lui répond simplement en demandant si elle en est certaine. Linda confirme et ajoute que tout change désormais, que dès que le bébé sera là, Nathan sera coincé avec moi pour de bon. Juliana lui demande alors ce qu'elle est censée faire. Linda lui conseille d'agir vite, de rappeler à Nathan tout ce qu'ils ont partagé, de lui montrer qu'un avenir ensemble reste possible. Juliana avoue qu'elle ne voit pas comment s'y prendre. Linda suggère un voyage en Italie, faire remonter les souvenirs, le rendre jaloux. Puis, elle écrit quelque chose qui me donne presque la nausée. Elle conseille à Juliana, si elle veut vraiment récupérer Nathan, d'envisager de tomber enceinte elle aussi. Qu'un bébé obligerait Nathan à faire un choix, le pousserait à admettre qu'il a encore des sentiments pour elle. Juliana répond qu'elle n'en est pas capable, que ça lui semble insensé. Linda insiste, affirme que quand on est désespéré, il faut parfois tout tenter, qu'il faut savoir se battre pour ce qu'on veut. Le message suivant date d'1 semaine. Juliana confie à Linda qu'elle réfléchit sérieusement à la question de la grossesse, que ça pourrait marcher. Linda l'encourage, disant que Nathan ne fuirait pas ses responsabilités si Juliana attendait de lui un enfant. Juliana demande alors comment elle pourrait s'y prendre concrètement. Linda lui souffle de dire à tout le monde qu'elle est déjà enceinte, que cette seule annonce suffirait à semer le chaos et détruire notre mariage. Juliana hésite, mais Linda ne lâche rien, insistant sur le fait que c'est sa dernière chance avant que notre bébé naisse et que Nathan me soit définitivement lié. Le dernier message, qui date de 2 jours, c'est Juliana qui annonce à Linda qu'elle est prête, qu'elle va dire qu'elle attend un enfant de Nathan. Linda répond avec une ribambelle de cœur et lui promet de l'aider à convaincre tout le monde. Je laisse tomber les feuilles à terre et me lève d'un bond car je sens que je dois bouger, sinon je vais exploser. Nathan, lui, est toujours assis, les yeux perdus sur la dernière page, la bouche entrouverte. Son père finit par relever la tête, les yeux rouges, comme s'il venait de pleurer. Il nous explique qu'il a confronté Linda la veille au soir après avoir découvert ses messages. Elle a tout reconnu, en répétant sans cesse qu'elle voulait seulement le bonheur de Juliana, qu'elle la considérait comme sa propre fille. Le père de Nathan lui a alors fait comprendre que cette fixation sur Juliana avait détruit leur relation avec leur fils. Il a ajouté qu'il envisageait de la quitter si elle ne se décidait pas à suivre une thérapie sérieuse. Nathan pousse un son rauque, comme si l'air quittait son corps. Son père continue, regrettant de ne pas avoir réalisé plus tôt à quel point l'attachement de Linda pour Juliana était devenu malsain, de s'être contenté de laisser faire, de n'avoir rien dit et d'avoir laissé Juliana rester dans leur vie bien après la rupture. Il nous présente ses excuses à tous les deux,
deux, admettant avoir failli comme père et mari pour ne pas avoir protégé Nathan de cette manipulation. Je me rassois d'un coup, mes jambes refusent de me porter. Nathan saisit à nouveau les feuilles et les relit encore et encore, comme s'il espérait y comprendre autre chose. Son père sort son téléphone et nous montre d'autres échanges, ce qu'il n'a pas imprimé. On y découvre Linda qui dit à Juliana que Nathan a épousé la mauvaise femme. À quoi Juliana répond qu'elle a toujours eu l'impression d'avoir laissé filer l'homme de sa vie. Linda assure qu'ils étaient faits l'un pour l'autre, qu'elle l'a su dès la première fois où Juliana est venue dîner chez eux un dimanche, il y a des années. Juliana demande si Nathan parle parfois d'elle. Linda affirme que oui, qu'il la mentionne tout le temps, alors que je sais pertinemment que c'est complètement faux. Nathan ne parlait pratiquement jamais de Juliana avant qu'elle ne réapparaisse dans nos vies. Je tombe sur un autre message où Linda raconte à Juliana la promotion que Nathan a obtenue l'an passé. Juliana le félicite par l'intermédiaire de Linda au lieu de le faire directement, et Linda de rajouter que Juliana comprend Nathan bien mieux que moi, je ne pourrais jamais le faire. Je découvre toute une discussion sur notre mariage dans laquelle Linda se plaint auprès de Juliana des préparatifs et de mon refus de la laisser participer à quoi que ce soit. Juliana compatit, supposant sûrement que je suis intimidée par la relation fusionnelle de Linda et Nathan. Linda acquiesce et précise qu'elle a pourtant essayé de m'accueillir, mais que je l'ai rejetée dès le début. En lisant tout ça, ça me donne presque envie de rire, tellement sa version des faits est surréaliste. Linda m'a empoisonné l'existence dès le premier jour, et aujourd'hui elle fait croire à Juliana que tout est de ma faute. Nathan finit par prendre la parole, la voix brisée. Il demande à son père pourquoi il nous a contactés au sujet de la grossesse de Juliana alors qu'il avait des doutes. Son père avoue que Linda se tenait juste à côté, lui soufflant quoi dire. Il a suivi le mouvement parce qu'il ne pouvait pas croire que sa femme soit capable d'une telle manipulation, mais il est rongé par la honte depuis cet appel. Il raconte alors avoir fouillé les comptes bancaires et le téléphone de Linda, découvrant l'ampleur de toute l'affaire. Voilà pourquoi il est venu aujourd'hui, pour tout nous dire avant que la situation ne dérape encore davantage. Nathan se lève, va jusqu'à la fenêtre, reste un moment à observer la rue avant de se tourner vers son père. Il annonce qu'il ne veut plus rien avoir à faire avec sa mère tant qu'elle n'aura pas consulté un vrai professionnel. Que Linda s'est montrée toxique avec moi pendant des années et que cette histoire de fausse grossesse ne passera jamais. Son père acquiesce, lui dit qu'il comprend et qu'il ne lui en veut pas de couper les ponts. Nathan explique que Linda essaie de saboter notre couple depuis le début, qu'elle nous a toujours mis des bâtons dans les roues. Son père opine, en admettant que les messages parlent d'eux-mêmes. Je saisis mon téléphone et commence à chercher des psychologues dans le coin parce que je sais que je ne pourrai pas m'en sortir toute seule. Je tombe sur une certaine Lucie Garrett qui a de très bons avis et des créneaux libres. J'appelle, j'explique que j'ai besoin d'un rendez-vous en urgence, que je subis une situation de manipulation familiale, que je suis enceinte et que je n'ai personne vers qui me tourner. La secrétaire me fait patienter puis m'annonce que Lucie pourra me recevoir dès le lendemain après-midi. J'accepte et raccroche. Le père de Nathan se prépare à partir, nous annonce qu'il va quitter la maison. Il nous dit que, après tout ça, il ne peut plus rester avec Linda, qu'il a besoin de prendre du recul pour réfléchir à la suite de leur histoire. Nathan accompagne son frère jusqu'à la porte et ils s'étreignent longuement. Une fois qu'il est parti, Nathan revient s'asseoir près de moi sur le canapé, la tête enfouie dans les mains, ses épaules secouées de sanglots. Je pose doucement ma main dans son dos, démunie face à sa douleur, et aucun mot ne me vient. On reste silencieux, l'un contre l'autre, jusqu'à ce que la nuit tombe. Le lendemain matin, encore lové sous la couette, le téléphone de Nathan sonne. Il décroche sans regarder, et son frère Mitch se lance aussitôt dans une explication haletante. Il faut absolument qu'il entende ce qui se passe avec Linda. Mitch raconte que Linda l'a appelé 3 jours plus tôt dans l'espoir qu'il convainque Nathan au sujet de la grossesse de Juliana, pour qu'il fasse le nécessaire et la soutienne. Mais après avoir parlé à leur père, qui lui a expliqué comment les choses s'étaient réellement déroulées, Mitch a refusé de prendre le parti de Linda. Il ajoute qu'il a discuté avec d'autres membres de la famille, que plusieurs commencent à douter de la version de Linda, surtout depuis que leur père a confirmé qu'il n'y avait jamais eu de grossesse et a partagé certains messages. Nathan active le haut-parleur pour que je puisse tout entendre, et Mitch poursuit. Leur tante Karen et leur oncle Tom ne comprennent pas pourquoi Linda inventerait un mensonge pareil. On sent la colère dans la voix de Mitch lorsqu'il évoque la façon dont Linda a cherché à le manipuler pour faire pression sur Nathan, comme elle le fait avec tout le monde depuis des années, même s'il ne s'en était pas vraiment rendu compte jusque-là. Nathan le remercie d'avoir appelé et d'avoir ouvert les yeux sur la situation. Quand il raccroche, un léger soulagement m'envahit. Au moins une personne dans sa famille commence à voir clair. 2 heures plus tard, alors que Nathan s'affaire en cuisine pour préparer le petit déjeuner, je fais défiler mon fil d'actualité et je tombe sur une nouvelle publication de Linda. C'est un message vague où elle se plaint que certains enfants oublient tous les sacrifices de leurs parents et la trahison vient toujours de ceux qu'on aime le plus. Elle ne cite aucun nom, mais tous ceux qui connaissent ce que nous traversons savent de qui elle parle.
Je jette un œil aux commentaires. La famille commence déjà à se diviser. Certains l'entourent de cœur, d'autres demandent des explications. L'une de ses amies publie un message sur « ces enfants ingrats qui laissent tomber leur mère » et Linda répond avec un emoji en pleurs. Je sens la colère me monter au visage en lisant tout ça, à voir Linda se poser en victime et nous faire passer pour des monstres. Nathan, attiré par mon agitation, jette lui aussi un coup d'œil à mon téléphone. Je vois sa mâchoire se tendre en découvrant ce que sa mère trame. Je lui montre 3 autres messages postés par Linda dans la même heure, tous dans la même veine, soigneusement ambigus, taillés pour attirer la compassion sans jamais dire la vérité. Au fil des commentaires, des membres de la famille à peine connus se permettent de juger notre mariage et nos choix, ne se fiant qu'aux petites manipulations de Linda. Perdue, tout à la fois en colère et impuissante, j'appelle Samuel pour lui demander conseil. Il décroche aussitôt. Je lui explique en détail la campagne de Linda sur les réseaux sociaux, sa façon de régler ses comptes en public tout en restant vague. Samuel me conseille de faire des captures d'écran de chaque post, chaque commentaire, de ne surtout pas répondre, de ne pas tomber dans le piège, juste de tout garder comme preuve. Je lui demande s'il existe un moyen de l'obliger à arrêter. Il me répond sincèrement que non, tant qu'elle se contente de poster sur son compte. Mais si elle va plus loin, on pourra alors envisager une ordonnance restrictive. Samuel insiste. Ces messages serviront à montrer qu'un schéma de harcèlement s'installe, si jamais on a besoin d'un recours légal. Il me dit de tout conserver, date et heure comprises, et de noter les personnes qui participent à ce harcèlement. Je passe alors plus d'1 heure à éplucher la page de Linda et celle de ses amis, à capturer chaque publication ou commentaire où il est question de nous. J'en compte 43, que je sauvegarde dans un dossier spécial sur mon téléphone. Nathan me regarde faire, bouleversé de voir à quel point sa propre mère peut déployer autant de malveillance, au point de vouloir dresser toute la famille contre nous. L'après-midi, le téléphone de Nathan vibre. Un mail. Il devient livide en lisant l'expéditeur. Il me montre l'écran. C'est Juliana. Un long mail dont l'objet est « Je suis désolée ». On s'assoit pour le lire ensemble. Juliana y avoue qu'elle n'a jamais été enceinte, qu'elle regrette d'avoir laissé toute cette histoire prendre de telles proportions, et explique que c'est Linda qui l'a poussée à mentir, persuadée que cela forcerait Nathan à faire face à ses sentiments, alors qu'elle-même était désespérée. Le message s'étire en longs paragraphes pleins de remords, où Juliana raconte qu'elle a espéré jusqu'au bout renouer avec Nathan, que Linda l'a convaincu qu'il était malheureux dans son mariage, qu'il parlait sans cesse d'elle, et qu'il ne me quitterait jamais parce qu'il est trop loyal. Selon Juliana, l'idée de la fausse grossesse venait de Linda, à la suite de l'annonce de ma grossesse pour Noël. Ainsi, Nathan aurait soi-disant eu à choisir. Je relis tout 2 fois tant il me paraît incroyable qu'on puisse avouer une telle manipulation, une telle cruauté. Au fil du mail, Juliana passe de l'aveu à la tentative d'explication. Elle confie n'avoir jamais vraiment tiré un trait sur Nathan et qu'assister à notre bonheur lui a fait prendre conscience de ce qu'elle avait perdu. Elle insiste sur le fait que Linda l'a entretenue dans cet espoir, lui répétant que, si elle restait présente au repas de famille et lors des fêtes, c'est bien parce que Nathan tenait à elle. Juliana tente de rejeter la responsabilité sur Linda, affirmant que tout partait d'elle, mais finit tout de même par admettre qu'elle savait pertinemment franchir la ligne et faire du mal autour d'elle. Elle avoue s'être laissée bercer par les mensonges parce que, au fond, elle voulait bien y croire, et elle présente ses excuses pour la souffrance infligée. La lettre se termine par des adieux. Elle promet de disparaître, de ne plus jamais revoir Nathan, et dit espérer pouvoir être pardonnée un jour. Une fois la lecture terminée, je lève les yeux sur Nathan. Il est toujours là, figé, incapable de détacher son regard de l'écran, comme s'il demeurait abasourdi par ce qu'il venait de lire. Il affirme qu'il doit absolument montrer tout ça à sa famille, qu'ils ont besoin de voir la preuve de ce que Linda et Juliana ont fait. Nathan transfère le mail à tout le monde, en ajoutant un mot en tête. Il y explique que c'est la preuve des manipulations de sa mère et de la participation active de Juliana à ce qui a failli détruire son mariage. Il annonce qu'il bloque définitivement toutes les deux et que quiconque prendra leur défense sera également bloqué. Je l'observe taper son message puis appuyer sur envoyer et presque aussitôt, son téléphone se met à vibrer sans arrêt. Il lit d'abord les premières réactions, certains s'excusent, reconnaissant qu'ils auraient dû remettre en cause la version de Linda au lieu de la croire sur parole. Une cousine lui écrit qu'elle est écœurée et qu'elle n'aurait jamais imaginé Linda capable d'un tel comportement. Mais d'autres, au contraire, prennent la défense de Linda, affirmant qu'elle voulait juste que Nathan soit heureux et qu'elle ne pouvait pas envisager que l'histoire avec Juliana prendrait une telle ampleur. Une tante lui reproche son manque de compassion envers Linda, rappelant tout ce qu'elle a déjà enduré. À chaque nouveau message, je vois le visage de Nathan se fermer et il se met à bloquer ces personnes sans même leur répondre. La tante qui soutient Linda, 2 cousins qui essaient de lui trouver des excuses, puis toute une ribambelle de membres de la famille élargie qui likent systématiquement les publications de Linda,
sont ainsi rayés de ses contacts. À la fin de la journée, il a déjà bloqué 15 personnes, dont 2 tantes et un cousin auquel il tenait pourtant énormément. Les messages continuent d'affluer les jours suivants et je vois la famille se couper nettement en deux. Certains nous écrivent en privé pour présenter leurs excuses, nous proposer leur soutien et promettre de couper les ponts avec Linda tant qu'elle ne reconnaîtra pas ses torts. D'autres, au contraire, redoublent de soutien envers elle, soutenant mordicus qu'elle reste une mère aimante qui a simplement fait une erreur. Dès le lendemain, Nathan arrête de lire les messages. Il se contente de bloquer toute personne qui ne nous soutient pas franchement. Je le regarde faire cela sans la moindre émotion, comme s'il acceptait enfin que certaines relations ne se réparent pas. Plus sa liste de contacts blocs s'allonge, plus son téléphone retrouve le calme. Il ne reste bientôt qu'une poignée de proches qui peuvent encore le joindre. Mitch lui envoie un message pour lui dire qu'il est fier qu'il ait su tenir tête à Linda, et leur père l'appelle pour lui affirmer, d'une voix grave, qu'il approuve notre décision de couper les ponts avec tous ceux qui cautionnent les choix de Linda. Mais l'absence des autres se fait lourdement sentir, et je vois bien que Nathan fait le deuil de la famille dont il pensait faire partie. Lors de mon rendez-vous des 16 semaines, l'obstétricienne m'ausculte, me prend la tension 3 fois, inquiète des résultats. Elle me demande si je traverse une période stressante, et j'ai presque envie d'en rire. Par où commencer? Je lui raconte les histoires familiales, la fausse grossesse, le harcèlement sur les réseaux. Elle m'écoute, visiblement préoccupée. Elle recommence ma tension. C'est encore pire. Elle m'explique que c'est dangereux, pour moi comme pour le bébé, et ordonne un repos strict. Je dois rester couchée le plus possible et éviter tout motif de stress. Elle m'explique que l'hypertension pendant la grossesse peut entraîner de graves complications, que ma priorité doit être ma santé et celle du bébé, les histoires de famille passant après. Je m'effondre en larmes dans son cabinet, persuadée d'échouer sur toute la ligne, comme si le stress provoqué par Linda mettait désormais la santé de mon enfant en péril. L'obstétricienne reste à la fois rassurante et ferme, rappelant que le repos n'est absolument pas négociable et que désormais, c'est à Nathan de prendre en main toute la maison. Elle me donne rendez-vous dans 2 semaines, en précisant que si ma tension n'a pas baissé, il faudra prendre des mesures plus sérieuses. À peine rentré, Nathan pose 1 semaine de congé, prévient son patron de la situation et obtient illico le temps nécessaire. Sous mes yeux, je le vois changer. Il prend les choses en main sans attendre d'y être incité, cuisine, fait tourner les lessives, nettoie et m'interdit la moindre activité qui ne ressemble pas à du repos. Dès qu'un membre de la famille tente d'appeler, il rejette l'appel et bloque immédiatement le numéro en cas d'insistance. Il m'apporte de l'eau, des encas, m'aide à aller aux toilettes, veille sur moi pendant mon repos. Le soir, il me masse les pieds et me raconte des histoires sur notre avenir, notre fille, la vie loin du tumulte provoqué par sa mère. Je le vois me protéger scrupuleusement de tout ce qui pourrait me perturber, filtrant messages et appels pour que rien ne m'atteigne. Et je découvre qui il est, sans le poids du conflit entre moi et Linda. Il me choisit, moi et notre bébé, sans la moindre hésitation. Et pour la première fois de notre mariage, je sens vraiment que je passe en premier. Violette passe chaque jour me tenir compagnie durant ce repos forcé. Elle m'apporte magazine et petite douceur, s'assoit avec moi sur le canapé et m'aide à encaisser tout ce qui s'est passé. On reparle de la manipulation de Linda, des aveux de Juliana, des prises de position de chacun et de la façon dont tout ça a failli briser mon mariage à cause de l'obsession d'une autre. Violette souligne que, même si la situation a été épouvantable, elle aura au moins permis de voir le vrai visage de Linda, une réalité que je ne pourrai plus ignorer ni minimiser. Elle me rappelle que j'ai passé 3 ans à chercher l'approbation de Linda, en vain, car elle n'a jamais voulu me l'accorder. Depuis le début, elle cherchait à remettre Nathan avec Juliana. Violette m'aide à comprendre que ce n'était pas à cause de moi, ni parce que je n'étais pas suffisamment bien. Tout était lié à l'attachement maladif de Linda à une histoire terminée depuis bien longtemps. Ensemble, on parle des limites à poser, et de cette nouvelle vie sans Linda. Violette me glisse que je suis en train de fonder ma véritable famille, avec ceux qui m'aiment et me respectent vraiment. Elle reste chaque jour des heures à mes côtés, et je lui suis infiniment reconnaissante de sa présence réconfortante, de sa façon de voir les choses sans se voiler la face, jamais dans l'excuse facile. 1 semaine après le début de mon alitement, le père de Nathan nous téléphone pour nous dire qu'il a entamé une procédure de séparation légale avec Linda ce matin même. Il s'est installé dans un petit appartement de l'autre côté de la ville et fait remettre les papiers à Linda chez eux. Sa voix trahit la fatigue, mais il semble soulagé. Il en a assez de couvrir les agissements de Linda, et la tentative de saborder le mariage de Nathan a été la goutte de trop. Il explique vouloir reconstruire sa relation avec Nathan, tout en comprenant que nous ayons besoin de temps et d'espace pour faire le point. Nathan le remercie. Il reste encore quelques minutes à discuter de l'organisation et des étapes à venir. Une fois l'appel terminé, Nathan demeure silencieux, perdu dans ses pensées, avant de lâcher que son père aurait dû agir ainsi depuis des années, mais qu'il est soulagé que ce soit enfin chose faite. 2 heures plus tard, Linda appelle sur le téléphone de Nathan, en larmes, à tel point que j'ai du mal à suivre ce qu'elle dit au haut-parleur. Elle supplie Nathan de rappeler son père, de lui expliquer qu'il n'y a là qu'un immense malentendu, qu'elle n'a jamais voulu que les choses aillent ainsi loin
loin avec Juliana. Nathan reste d'un calme remarquable et lui répond que c'est elle-même qui a saboté son propre mariage, à force de choisir Juliana avant sa famille, année après année. Il ajoute qu'elle a failli ruiner son mariage également, qu'il espère qu'elle acceptera de se faire aider par un professionnel, mais que tant qu'elle refusera la moindre remise en question, lui, il ne veut plus la soutenir émotionnellement. Linda se met à crier que c'est moi qui ai monté Nathan contre elle, qu'il ne se serait jamais éloigné de sa mère avant de me rencontrer. Nathan met fin à la conversation sans répondre et bloque immédiatement son numéro. Le lendemain matin, voilà qu'on reçoit une lettre en recommandé de l'avocat de Juliana qui nous menace de poursuite pour diffamation à cause du mail que Nathan a adressé à la famille pour révéler la grossesse inventée. La lettre nous accuse d'avoir porté atteinte à sa réputation et provoqué une détresse émotionnelle en exposant des détails privés. J'appelle Samuel sur le champ pour lui lire le courrier. Il me rassure sans tarder, me dit de lui envoyer l'échange de mails, qu'il s'en charge. Le jour même, Samuel rédige une réponse détaillant l'aveu écrit de Juliana concernant sa fausse grossesse, tiré de son propre message à Nathan, et menace à son tour de porter plainte contre Juliana pour préjudice moral, harcèlement, sans oublier les frais médicaux liés aux complications de ma grossesse causées par ces manipulations. Il joint au dossier les pièces attestant de ma tension artérielle élevée, ainsi que l'ordonnance d'alitement, preuve du préjudice subi. 3 jours plus tard, Samuel nous téléphone. L'avocat de Juliana a lâché l'affaire après avoir pris connaissance de notre dossier. Il nous explique que ce dernier a sans doute conseillé à Juliana qu'elle n'avait aucune chance et qu'elle risquait de tout perdre si l'on venait à engager des poursuites. Une semaine après, Mitch envoie un texto à Nathan pour lui dire qu'il a appris par des membres de la famille que Juliana avait quitté l'État. Apparemment, le poids de toute cette histoire était devenu trop lourd à porter et le soutien de Linda ne compensait plus la honte et les scandales publics. Mitch précise que certains dans la famille éprouvent de la compassion pour Juliana, mais que la plupart estiment qu'elle n'a eu que ce qu'elle méritait en se pliant au jeu de Linda. Quand Nathan me transfère le message, nous poussons un vrai soupir de soulagement en sachant que Juliana ne fait plus partie de notre paysage. À ma séance suivante avec Lucie, nous abordons ma colère envers Nathan, qui s'est longtemps voilé la face sur cette histoire. Je confie à Lucie que je comprends que sa mère lui ait appris à douter de lui-même et à toujours mettre les sentiments des autres avant les siens, mais je reste blessée de l'avoir vu me laisser souffrir autant avant de me défendre enfin. Lucie m'aide à reconnaître que ma colère est légitime, tout en soulignant que Nathan est vraiment en train de changer, surtout maintenant que c'est essentiel. Elle propose qu'il participe à des séances de thérapie de couple afin que nous puissions avancer ensemble, avec un vrai accompagnement. Le soir même, j'en parle à Nathan. Il accepte tout de suite. Pendant notre première séance en commun, Lucie demande à Nathan ce que les manipulations de sa mère lui ont coûté au fil des ans. Après un moment d'hésitation, il parvient à expliquer comment Linda l'a conditionné, depuis petit, à remettre en question sa propre perception des choses et ses émotions. Il raconte qu'elle lui répétait que ses souvenirs étaient faux, que ses émotions relevaient de l'exagération, que ses limites étaient égoïstes. Devenu adulte, il a pris l'habitude de se remettre en question au moindre désaccord, particulièrement avec sa mère. Lucie souligne qu'il s'agit là d'un cas typique d'abus psychologique. Linda a consciemment sapé la confiance de Nathan en lui afin qu'il dépende toujours de ses propres jugements à elle. Submergé, Nathan fond en larmes et avoue avoir le sentiment de m'avoir abandonné en ne me protégeant pas plus tôt. Je lui serre la main tandis que Lucie nous guide, tous les deux, pour accueillir et traiter ensemble ses émotions. Au fil des semaines suivantes, Lucie accompagne Nathan dans la rédaction d'une lettre adressée à sa mère, où il énonce des limites très claires pour toute future relation. Il précise qu'il n'acceptera des contacts surveillés avec elle qu'après 6 mois d'un vrai suivi thérapeutique par un professionnel diplômé. Il exige qu'elle en fournisse la preuve et qu'elle me présente des excuses sincères en acceptant la responsabilité de ses actes sans chercher de boucs émissaires. Nathan me lit plusieurs versions de la lettre. Nous retravaillons chaque formulation pour qu'elle corresponde parfaitement à ce qu'il ressent. Il l'envoie à l'adresse de Linda en recommandé pour être sûr qu'elle la reçoive. 10 jours plus tard, sa réponse arrive. 3 pages d'accusations amères dans lesquelles elle me fait porter toute la responsabilité de la situation, m'accuse d'avoir monté Nathan contre elle et d'avoir empoisonné son esprit avec des mensonges sur sa relation avec Juliana. Elle écrit qu'elle ne s'excusera jamais d'aimer Juliana, comme la fille qu'elle aurait toujours voulu avoir, et que je devrais plutôt me réjouir qu'elle m'accepte comme épouse de Nathan. Elle affirme que Nathan trahit sa famille en me choisissant, moi, plutôt que sa propre mère, et qu'elle espère qu'il ouvrira les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Nathan me lit la lettre jusqu'au bout, puis pousse un grand soupir et la range dans notre classeur où nous conservons scrupuleusement toutes nos preuves, avec une étiquette bien visible, au cas où l'on devrait un jour demander une mesure d'éloignement. Lors de ma visite médicale des 20 semaines, la gynécologue prend le temps de vérifier à plusieurs reprises ma tension, avant de m'annoncer tout sourire qu'elle est redevenue normale. Elle ajoute que le bébé va parfaitement
parfaitement bien et se développe comme il faut, malgré tout ce que j'ai traversé pendant la première moitié de la grossesse. Elle m'autorise enfin à reprendre une vie normale, à sortir du repos strict, tout en insistant sur l'importance d'éviter toute source de stress et de savoir m'accorder des pauses dès que j'en ressens le besoin. Dans la salle d'examen, je me mets à pleurer de soulagement, tant la peur que le stress ait provoqué des dégâts irréversibles m'a tenaillée. Dès que je ne suis plus confinée au lit, le père de Nathan commence à venir dîner chez nous le dimanche. Pour ce premier repas, on tâtonne tous un peu, chacun cherchant ses repères, maintenant que Linda n'est plus dans les parages. Il apporte une peluche éléphant pour le bébé et s'excuse une nouvelle fois de ne pas s'être opposé plus tôt à Linda. Au fil des semaines, les liens se créent. Une vraie relation se tisse progressivement avec lui, loin de l'influence toxique de Linda. Il partage avec nous des anecdotes sur l'enfance de Nathan, s'attardant sur les souvenirs heureux, les moments drôles, plutôt que de revenir sur les manipulations passées de Linda. C'est là que je comprends ce que Nathan doit à son père, cette gentillesse et ce calme naturel qu'il habite encore, malgré tout ce qu'il a pu traverser à cause de sa mère. Chaque semaine, le père de Nathan arrive avec un petit cadeau pour le bébé et nous pose 1000 questions intelligentes sur notre vision de la parentalité. Quand j'entame mon 6e mois, on convie quelques proches à une fête pour découvrir ensemble le sexe du bébé, uniquement ceux qui ont vraiment été là pour nous. Violette et Griffin débarquent plus tôt pour nous filer un coup de main avec la déco dans le jardin. Coraline traverse la France en avion le temps d'un week-end et arrive, tout sourire, avec un panier gigantesque rempli de produits pour bébé. Le père de Nathan vient accompagné de Mitch. Tous deux sont surexcités à l'idée de savoir si c'est une fille ou un garçon. On a choisi le fameux canon à poudre, pour la simplicité du truc et parce que ça mettait tout le monde de bonne humeur. Nathan et moi, on se place au milieu du jardin, tout le monde lance le compte à rebours, puis on tire la ficelle ensemble. Un nuage de poudre rose s'envole et nous enveloppe. Nathan craque aussitôt, submergé par l'émotion, des larmes de bonheur coulant sur ses joues, tandis qu'il me serre dans ses bras. Son père le rejoint et lui murmure « Tu seras un papa extraordinaire pour ta petite fille ». Mitch lui donne une tape dans le dos en rigolant. « Va falloir t'entraîner aux coiffures et préparer des goûters de princesse ». Violette me serre fort et souffle à mon oreille. « Ta fille va baigner dans l'amour, tu verras ». On passe toute l'après-midi à célébrer cette belle nouvelle, entourée seulement de ceux qui ont choisi de défendre notre famille, pas les dérives de Linda. Je regarde Nathan s'épanouir, rire avec son père et son frère, parler déjà de sa fille avec une vraie lumière dans les yeux, et je me sens chanceuse d'avoir dépassé toutes les épreuves qu'a semées Linda sur notre route. La semaine suivante, après la fête, Nathan prend rendez-vous avec Samuel pour mettre à jour tous nos papiers officiels. On s'installe dans le bureau, Samuel détaille chaque formulaire d'urgence et les consignes médicales. Partout où figurait le nom de Linda, Nathan inscrit maintenant ceux de Violette et de son père. Samuel ressort le vieux testament de Nathan, celui qu'il avait rédigé au début de sa carrière, et on le décortique mot à mot. Un passage concerne la garde de l'enfant, au cas où il nous arriverait malheur à tous les deux. Linda était jusque-là désignée tutrice principale. Nathan tressaille en voyant le nom s'étaler noir sur blanc. Samuel rédige un nouveau texte, cette fois en excluant expressément Linda de tout droit de tutelle ou même de visite. Il utilise des termes juridiques un peu obscurs pour moi, mais je lui fais confiance. Nathan signe chaque document sans aucune hésitation et, sous mes yeux, raye sa mère de notre vie officielle avec une détermination tranquille. En quittant le bureau, Nathan pose tendrement la main sur mon ventre et murmure à notre fille « Je te promets que plus jamais Linda ne t'approchera ». Ce week-end-là, on commence enfin à aménager la chambre du bébé dans la pièce libre. Nathan descend les affaires au garage, repeint les murs d'un jaune doux, la couleur qu'on a choisie ensemble. Il monte le lit à barreaux en suivant scrupuleusement la notice, reste calme malgré les vis récalcitrantes. Je trie les petits vêtements par taille pendant qu'il attaque la table allongée et la commode. Il accroche les rideaux, installe le babyphone qu'il teste 3 fois, vérifiant que tout marche à la perfection. Tous les soirs, dès qu'il rentre, Nathan file dans la chambre bébé pour bricoler un peu. À la pause déjeuner, il dévore des bouquins sur la grossesse, souligne les passages sur les soins de nourrisson, nous inscrit à des cours de préparation à la parentalité à l'hôpital. Il ne manque aucun atelier, prend des notes détaillées, pose toujours la bonne question. Le soir, il parle à mon ventre, raconte sa journée à notre fille, termine par une histoire en jouant les comédiens, ce qui me fait éclater de rire. Il est là, pleinement, plus impliqué que je ne l'aurais espéré. Je le regarde évoluer, devenir le père dont notre fille aura besoin, le partenaire dont j'ai rêvé. 3 semaines plus tard, je suis tranquillement en train de plier du linge dans le salon quand la sonnette retentit. Nathan, à 2 pas de la porte, va ouvrir. J'entends la voix de Linda sur le pas de la porte. Je veux juste parler, ça suffit maintenant. Nathan reste d'un calme implacable. Vous êtes ici sans autorisation, je vous demande de partir immédiatement. Linda, émue aux larmes, supplie. Mais je suis ta mère, tu dois m'écouter. Mais Nathan répète, sans hausser le ton, vous n'avez rien à faire ici, et referme la porte.
Je m'approche doucement de la fenêtre pour jeter un œil derrière le rideau. Linda reste là, plantée sur le pas de la porte, en larmes, les mains appuyées contre le battant, prête à forcer l'entrée. Elle restera moins de 20 minutes, pendant lesquelles on se terre tous les deux dans un silence tendu sur le canapé. Finalement, elle finit par partir, et sans attendre, Nathan appelle Samuel pour lui raconter. Samuel confirme sans détour, c'est exactement le type de harcèlement qui justifie une ordonnance restrictive. Dès le lendemain, nous nous rendons au tribunal, réunissons tous les messages de Linda, la lettre menaçante, et relatons l'intrusion. Le juge examine notre dossier et, le jour même, délivre une ordonnance restrictive temporaire. Désormais, Linda doit rester à plus de 150 mètres de nous et de la maison. De retour à la maison, document signé en main, je respire enfin à plein poumon pour la première fois depuis des mois. Cette tranquillité retrouvée, cette barrière légale, c'est la première vraie paix que Linda ne pourra plus troubler. 2 semaines après avoir reçu l'ordonnance, le père de Nathan nous téléphone. « Je peux passer ? J'aimerais vous parler. » Lorsqu'il arrive, l'air fatigué, il s'installe à la table de la cuisine avec un café, qui malgré nos efforts n'a jamais été assez fort à son goût. Il nous explique que Linda a finalement commencé une thérapie dès la réception de l'ordonnance. Sa psychologue essaie de lui inculquer la notion de limite, de la pousser à prendre ses responsabilités. Pourtant, d'après le père de Nathan, Linda profite surtout des séances pour accuser tout le monde autour d'elle. Elle me met en cause, toi aussi, et dit que c'est ta faute si Nathan s'est détourné d'elle. Elle en veut à Nathan d'avoir choisi sa femme plutôt que sa mère, reproche à son ex-mari de ne pas avoir appuyé sa relation avec Juliana, refuse d'admettre que ses propres choix les ont plongés dans cette situation. Le père de Nathan, lui, dit qu'il ne veut plus attendre que Linda change. Il a demandé le divorce la semaine précédente et a déménagé ses affaires de la maison vers son propre appartement. Il n'en peut plus de vivre avec quelqu'un qui refuse d'assumer les conséquences des souffrances qu'elle a infligées à sa famille. À 30 semaines de grossesse, je me retrouve assise dans la chambre de notre bébé, à plier de minuscules vêtements quand, soudain, j'ai une prise de conscience. Je réalise que j'ai pardonné à Nathan son rôle dans toute cette histoire. Parce qu'au fil des mois, il m'a prouvé, par ses gestes, qu'il me choisissait moi et notre fille, devenant enfin le partenaire dont j'avais besoin. Il a su poser des limites avec sa mère, s'y tenir, même quand cela lui coûtait. Il m'a protégée dans mes moments de vulnérabilité, a mis notre famille en priorité. Je ne prétends pas que le passé ne m'a pas blessée, ni avoir oublié à quel point il lui a fallu du temps pour enfin dire non à Linda. Mais je vois les efforts qu'il a faits pour évoluer, pour devenir meilleur, pour construire cette vie que nous voulons tous les deux. Ce soir-là, je lui dis que je lui ai pardonné, et il me serre dans ses bras en pleurant. Quelques jours après, on se met à discuter des prénoms pour le bébé. Nathan propose plusieurs prénoms venant de sa famille, celui de sa grand-mère, de sa tante, des classiques qui ont du sens de son côté. Je l'écoute attentivement, puis je lui dis que j'aimerais qu'on donne à notre fille le prénom de ma propre grand-mère. Elle s'appelait Rose, et c'était la femme la plus gentille et la plus forte que j'ai jamais connue. Nathan reste silencieux un instant, puis il sourit. Rose, c'est parfait. C'est tout simple, mais pour moi c'est un symbole. On commence à inventer nos propres traditions, loin des attentes et de l'influence de Linda. On affirme notre indépendance par rapport à la toxicité qui a marqué l'enfance de Nathan. Notre fille portera un prénom qui évoque la force et l'amour, pas la dette ni la manipulation. Une semaine plus tard, Mitch appelle. Il propose d'organiser une baby shower en nous disant qu'il voudrait faire quelque chose de spécial pour nous après tout ce qu'on a traversé. Il prend même soin de revoir la liste des invités avec nous pour s'assurer que chacun d'eux nous a réellement soutenus pendant la crise avec Linda. La fête est plus intime que ce qu'on avait imaginé, mais elle réunit ceux qui comptent et qui respectent nos choix. Violette et Griffin sont les premiers à arriver pour nous aider. Coraline fait de nouveau le trajet. Le père de Nathan apporte des cadeaux choisis avec attention, tout en racontant de tendres souvenirs de Nathan bébé. Mitch décore la pièce avec des ballons roses et se surpasse en confectionnant un gâteau de couche plus haut que moi. Tout le monde connaît notre histoire, et chacun vient célébrer non seulement la naissance à venir, mais aussi cette famille qu'on construit, sur des bases saines et authentiques. À 34 semaines, le père de Nathan nous demande s'il pourra être présent pour la naissance de notre fille. Nathan et moi en parlons longuement, seuls. Finalement, on décide qu'il attendra dans la salle d'attente, mais que pendant l'accouchement, Nathan sera le seul à mes côtés. La confiance avec son père se reconstruit doucement, mais pour moi, ces moments intimes doivent rester protégés. Il comprend tout à fait, se dit déjà heureux d'être là, à sa façon. 4 semaines plus tard, tout juste à 38 semaines de grossesse, je perds les os vers 2 heures du matin. Pendant l'accouchement, il n'y a que Nathan dont j'ai besoin. Il sait garder son sang-froid quand je panique. Il me soutient quand la fatigue me submerge et il reste entièrement tourné vers moi à chaque contraction. Main dans la main, il respire à mon rythme,
Il trouve les mots pour me rappeler ma force, même quand je me sens au bout du rouleau. Après 14 heures de travail, notre fille vient au monde, en pleine forme, 3,2 kilos. L'infirmière me la pose sur la poitrine. Elle est parfaite, tout simplement. Nathan fond en larmes quand il la prend pour la première fois, les mains tremblantes sur ses petits doigts minuscules. Son visage s'illumine et il me souffre, bouleversé. Merci de m'avoir offert ce cadeau, de m'avoir donné la chance d'être le père que j'ai toujours voulu être. 1 heure plus tard, le père de Nathan entre dans la chambre, tenant un petit ours en peluche rose. Avant d'approcher du lit, il demande la permission, et j'acquiesce, car il n'a fait preuve que de respect. Il regarde notre fille, profondément endormie dans les bras de Nathan, les larmes aux yeux. Nathan la lui confie tout doucement, et son père la berce comme si elle était faite de porcelaine. Il effleure sa toute petite main, lui chuchote qu'il protégera toujours cet enfant de la manipulation qu'il n'a pas su empêcher pour son propre fils. Il lui promet qu'elle grandira au sein d'une famille saine, et je le crois, parce qu'il tient parole depuis des mois. Il reste une vingtaine de minutes, puis se retire pour nous laisser nous reposer, et j'éprouve un véritable espoir en pensant à sa présence auprès de notre fille. 3 mois passent, notre fille se porte à merveille. Elle dort mieux, grandit vite, et Nathan est devenu ce père dont j'avais toujours rêvé. Notre couple est plus solide que jamais, malgré tout ce que nous avons traversé. Mitch continue de nous appeler régulièrement pour prendre des nouvelles, et il me confie que Linda poursuit sa thérapie, sans vrai changement. Parfois, elle reparle de Juliana, elle persiste à m'accuser de tout, mais ça ne nous touche plus. Notre famille à nous s'est construite sur l'honnêteté et le respect, et non sur la manipulation et la culpabilité. Un soir, alors qu'on observe notre fille dormir, Nathan me dit « Je suis reconnaissant que toute cette crise soit arrivée avant sa naissance. Désormais, elle grandira dans un foyer où aucune tentative de manipulation ne sera acceptée, où les règles auront enfin du poids. » Et je me rends compte qu'il a parfaitement raison. Nous avons su transformer une épreuve difficile en une chance de devenir de meilleurs parents, mais aussi de meilleurs partenaires l'un pour l'autre.